L'incendie de l'hôtel d'Amérique, 12 morts, pose le problème des hôtels vétustes. Chirac à Kissinger, pas de conférence, France, États-Unis, Pakistan. Meeting de Georges Marchais aux Champs-Élysées, la police intervient. Un pays, une ville déchirée, Beyrouth jamais plus, c'est le document de ce journal. Bonsoir. Un dossier en effet exceptionnel, à la fois image et réflexion sur la guerre civile qui défigure Beyrouth, que vient de nous rapporter Jocelyne Sable et qui constituera la plus grande partie de ce journal. Mais auparavant, ce qu'il faut savoir de l'actualité, pour la plupart, surpris dans leur sommeil, l'incendie qui a éclaté la nuit dernière à l'hôtel d'Amérique rue de Rochechouart à Paris a fait 12 morts et 8 blessés, le plus lourd bilan depuis l'incendie du CES Payron en 1973. Depuis le début de l'année, à Paris, sur 8 incendies ayant fait des victimes, 5 se sont déclarés dans des hôtels de 5e catégorie, c'est-à-dire ceux où les chambres coûtent le moins cher et où la vétusté des installations n'offre pas de sécurité suffisante contre le feu. 12 morts, la nuit dernière, encore une fois, le feu s'est propagé très rapidement. 2 heures du matin, les pompiers ont mis 5 minutes pour arriver rue Rochechouart. Mais il est déjà trop tard, l'hôtel d'Amérique qui logeait une quarantaine de personnes est en feu. Combien de temps après le début réel de l'incendie l'alerte a-t-elle été donnée? Impossible à dire. Le veilleur de nuit s'était absenté et c'est un voisin qui a appelé les pompiers aux premiers signes extérieurs de l'incendie. J'ai rangé ma voiture donc, dans le parking et en rentrant, dans le rétroviseur, j'ai aperçu une lueur. J'ai fermé vite la voiture, je suis sorti dehors. Et le temps que j'arrive sur le pas de porte, l'intérieur s'est embrasé. D'un seul coup. Et avec une vitesse incroyable. Il y avait des gens qui appelaient, qui criaient, enfin de l'immeuble à côté. Je suis descendu donc pour appeler les pompiers et la police. Il y avait des gens aux fenêtres? Et quand je suis revenu, oui. C'était atroce d'ailleurs. Entendre des gens crier, d'appeler, et on ne peut rien faire, c'est l'impuissance. Cette porte n'a pas suffi à isoler la courette intérieure de la cage d'escalier. Double appel d'air donc pour le feu qui a grimpé les étages à une vitesse foudroyante. Côté cour, aucune issue possible, d'ailleurs 9 des 12 morts habitaient sur la courette. Côté rue en revanche, certains parvenaient à fuir par les toits, d'autres attendaient fébrilement les secours. Je dormais pas. Et alors je suis passé par la fenêtre et j'ai pris l'échelle des pompiers. Et vous étiez à quel étage? 2e. Oui. Et autour de vous, vous avez vu beaucoup de gens s'en aller? Oh ben vous savez, avec la fumée qu'il y avait. Et cette attente des pompiers, ça a été long? Oh non, 5 minutes, 8 minutes. Oui, mais ce sont 2 minutes qui doivent compter double quand même, non? Ah ben ça, on se dit on a le temps d'avaler l'acte de naissance, enfin. L'hôtel d'Amérique avait été récemment déclassé pour manque d'entretien, mais répondait aux normes de sécurité des hôtels bon marché. Ces normes sont-elles suffisantes? Et il faut savoir que si on voulait assurer à 100% la sécurité dans de tels immeubles, pour l'assurer à 100%, il faudrait 2 escaliers, non simultanément infumables. Faire 2 escaliers dans un hôtel qui n'en a qu'un, ça revient à le transformer complètement, pratiquement presque à le raser. Oui, mais enfin, ça demande des travaux importants. La loi n'a pas été jusqu'à demander ça. La loi n'oblige pas un hôtelier à avoir 2 escaliers dans son hôtel. Par contre, les commissions de sécurité demandent des améliorations pour la mise en conformité, qui en général se traduisent évidemment par des travaux qui sont relativement chers. Il y a à Paris 2000 hôtels de 5e catégorie, souvent vétustes et surpeuplés. En 2 mois, 23 personnes sont mortes dans 5 hôtels en feu. La seule façon d'éviter de tels drames serait de les fermer. Mais à l'heure où trouverait-on des chambres bon marché? C'est là tout le problème. Monsieur Henry Kissinger a quitté Deauville pour La Haye. En 36 heures, il a réussi son opération publicitaire, il a occupé le devant de la scène. Mais on ne sait plus très bien, aujourd'hui, si nous avons mal compris, ou si le secrétaire d'État américain a réellement opposé son veto à l'achat par le Pakistan d'une usine nucléaire française. Après une menace qui n'en est pas vraiment une, voilà qu'une conférence tripartite, rejetée catégoriquement, vous allez l'entendre, par Jacques Chirac, devient une inoffensive conversation entre amis.
Une nouvelle fois, en quittant Deauville, Henry Kissinger a tenté d'atténuer l'opposition américaine à l'accord franco-pakistanais, tout en souhaitant une réunion à trois, France, Pakistan et États-Unis. Une réunion qui ne serait pas une conférence tripartite au sommet. Je n'envisage pas de conférence tripartite formelle, dit-il, mais il y a un problème qui intéresse tout le monde. Comment prévenir la prolifération de l'arme nucléaire? Trois amis peuvent trouver le moyen d'en parler d'une manière civilisée, dans l'intérêt de chacun et de l'humanité tout entière. Les trois parties pourront en discuter et trouver une solution satisfaisante pour tous dans un mois, après les vacances, car il n'y a pas d'urgence à la matière. En s'envolant pour La Haye, puis pour Washington, M. Kissinger pose donc avec ménagement, mais avec insistance, les jalons d'une rencontre diplomatique à trois. Mais cette proposition, tout comme l'intervention américaine dans l'accord franco-pakistanais, ne trouve pas l'agrément du gouvernement français. Monsieur le Premier ministre, vous ne semblez pas beaucoup avoir apprécié le niet de M. Kissinger concernant l'achat par le Pakistan d'une usine française de retraitement. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un niet, comme vous le dites, mais je n'ai effectivement pas apprécié la position prise par le secrétaire d'État américain, comme je n'apprécie en aucune façon toute ingérence dans les affaires qui sont les nôtres. À partir de là, cette affaire est une affaire entre deux pays souverains, la France et le Pakistan. Donc pas question de conférence tripartite. Et j'observe d'ailleurs que le Pakistan lui-même a refusé toute espèce de négociation de ce genre, et il va de soi que la France ne considère pas qu'il s'agisse là d'une affaire qui relève d'une concertation tripartite. Mais je voudrais ajouter que vous savez que nous sommes, et le président de la République à cet égard a très fortement insisté sur l'importance qu'il y attachait, nous sommes très fermement résolus à ne participer en aucun cas à toute action qui pourrait engendrer de la dissémination, de la prolifération nucléaire. C'est la raison pour laquelle nous nous soumettons à toutes les règles de l'Agence internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons été parmi les promoteurs les plus actifs des accords de Londres qui fixent de façon très stricte les règles auxquelles doivent obéir les exportateurs, les pays exportateurs de matériel nucléaire. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants du Parti communiste veulent rendre visite aux ouvriers sur leur lieu de travail. Souvenez-vous de celle que M. Marchais, l'année dernière, avait tenté de faire aux cheminots de la gare d'Austerlitz. Et aujourd'hui, le numéro 1 du Parti communiste avait donné rendez-vous aux travailleurs des beaux quartiers sur les Champs-Élysées. Mais le service d'ordre ne leur a pas permis d'approcher le rond-point. Il les a refoulés vers la place Saint-Philippe-du-Roule. Monsieur Marchais n'a décidément pas de chance. Chaque fois qu'il descend dans la rue pour rencontrer les travailleurs, le secrétaire général du Parti communiste se trouve nez à nez avec les forces de l'ordre. Il faut dire que le 8e arrondissement de Paris n'est pas par définition un quartier très populaire. Pas d'usines, pas d'ateliers, pas beaucoup de militants communistes non plus. Mais ce matin, des centaines de policiers face à quelques dizaines de sympathisants. Quand je participe aux assemblées débats et qu'on me pose la question qu'est-ce que la société libérale avancée, cela m'amène à un exposé de caractère politique. Si aujourd'hui l'un d'entre vous avait à me poser cette question, je lui dis retournez-vous et regardez, la société libérale avancée, c'est ça. Elle est derrière vous. Après les beaux quartiers et un débat démocratique qui n'a guère accroché, M. Marchais aura peut-être plus de chance la semaine prochaine aux portes d'une usine de la banlieue parisienne. Le Premier ministre espagnol, M. Suárez, et le secrétaire général du Parti socialiste espagnol, M. Felipe González, sont l'un et l'autre convaincus qu'il faut à l'Espagne un régime vraiment démocratique avec la participation de tous les partis, le Parti communiste compris. M. González s'est déclaré optimiste sur l'avenir de l'Espagne après son entrevue avec le Premier ministre. Au Portugal, depuis son retour hier, l'ex-général Spinola est toujours détenu à la prison de Caxias, près de Lisbonne. Depuis sa fuite à l'étranger, après sa tentative de putsch, il est sous mandat d'arrêt. Un des éléments nouveaux qui empêcherait sa mise en liberté, peut-être l'arrestation le week-end dernier d'un réseau terroriste lié à l'extrême droite dans la région de Porto.
Perquisition macabre. Bernard Pesquet a avoué après que la police ait trouvé 2 cadavres dans sa cave. Inculpé pour le triple meurtre de Neuilly, il était soupçonné de ne pas être étranger à la disparition subite de sa femme. Il a reconnu que l'un des cadavres était bien le sien et l'autre celui d'un agent immobilier. Les enquêteurs, en creusant la terre battue de la cave, avaient également retrouvé les bijoux volés chez l'une des victimes de Neuilly. Les enquêteurs n'excluent pas la possibilité de retrouver d'autres cadavres. Un voyageur sur 2 dans le monde connaissait Beyrouth, mais cette ville n'existe plus. L'absurde et la violence n'ont cessé de marquer des points. 40 000 morts, plus de 100 000 blessés. Dans Beyrouth, devenue ville fantôme, la population survit au jour le jour. La guerre impose à une ville détruite des rythmes nouveaux et des situations pour le moins inattendues. Les combattants lisent Tintin, alors que le malheur, comme dans les textes anciens, tombe du ciel. Les roquettes et les obus ont défoncé les toits sur leur pluie de fer. Nous sommes à Bab Edris, vieux quartier jadis charmant, vestige de l'époque ottomane, cœur de la ville avec ses librairies, ses cafés, ses changeurs. C'est à partir de Bab Edris que la ville a poussé. Voici le trou de la haine. La colère emprisonnée dans une forêt de béton éclate en flammes. Le champ de bataille est la ville et chaque maison est une cible. C'est un combat de coq dans une enceinte sans issue. Ce citoyen vole une chaise pour s'asseoir, mais devant quel nouveau désastre? On s'est battu de près et de loin, avec des projectiles et à l'arme blanche. On a tout démoli, les êtres et les choses, les maisons, les écoles, les églises, les mosquées. Ces cubes ailleurs eussent été des sculptures modernes. Ici, ce sont des blockhaus qui bouchent le terrain à l'image de l'horizon politique, lui aussi bouché. Dans les rues désertes, on voit beaucoup d'enfants. Ils ont peu de mémoire. La guerre leur offre souvent un terrain de jeu qu'ils n'ont jamais eu. Les magasins ont craché sur la rue leurs anciennes marchandises, qui sont aujourd'hui des jouets tachés de sang et de boue. Rien ne disparaît tout à fait. Les enseignes nous regardent comme une tentation dont le pouvoir n'a pas entièrement disparu. Ce sont les jalons du souvenir. Et voici la Middle East Airlines, dont la gestion prestigieuse avait fait de Beyrouth l'un des points d'atterrissage les plus fréquentés du monde. Voyageurs absents dans de lugubres bureaux, on dirait que la mer vous a englouti. Dans les quartiers les plus commerçants, il y avait aussi les bâtiments les plus chargés de savoir-vivre, comme si Beyrouth venait au début de ce siècle à la traîne de Venise. La mer et le commerce représentent une alliance.
Et ce vieux quartier commerçant n'était pas loin des bateaux qui apportaient des marchandises et l'émerveillement de l'Orient devant des objets fabriqués ailleurs. Cet émerveillement, les enfants déshérités le découvrent. Ils pillent avec une sorte de recueillement. Tous les éléments d'un monde jusqu'à présent défendu leur sont soudain accessibles. Il a fallu la plus terrible des catastrophes du siècle pour que ces enfants et adolescents prennent à pleine main les objets d'un luxe que les Beyrouthins importaient sans vergogne. Ces enfants sont les rois et les reines d'un jour, dont parlent les poètes. L'instinct de vie se manifeste des plus étranges façons. Le pillage est une sorte de foi en l'avenir. Les femmes, parmi les plus jolies de la Méditerranée, flânaient devant ce magasin pour acheter les colis fichets qui devaient orner leur vanité et leur nécessité de plaire. Elles ont laissé derrière elles ce qu'elles n'ont pas eu le temps d'acheter. Et le feu dévore encore ce qui reste de Beyrouth. Mais on ne fait pas que piller. Les gestes de la vie normale sont lents à mourir. Dans ce Moyen-Orient, où la tradition artisanale subsiste encore, on répare, on récupère, on construit des ustensiles, on fait comme avant, presque comme si de rien n'était. La frustration s'en est même prise aux mannequins. Ces formes humaines ont elles aussi payé leur dû à la terreur. Ces copies conformes de la vie montrent ce que les corps ont subi, déchiqueté, profané. La matière la plus inerte a elle aussi souffert à Beyrouth. C'est dans cette partie du monde que Gilgamesh a découvert que l'homme était périssable. Mais la guerre impose son rythme, comme toujours. Et la seule garantie contre la mort qui reste est la bataille. C'est surtout de nuit que l'on se bat, comme si l'on avait quand même honte de tuer son frère, ou alors, selon d'autres, par comble de cruauté. Que va devenir cet enfant qui mélange sa vie à celle des rats et des mouches? Et ces petits pilleurs?
Plus la guerre vieillit, plus les combattants rajeunissent. Les enfants ont pris cette lutte entre leurs mains alors qu'ils ne l'avaient pas décidé. Ils relaient souvent leurs aînés sur les premières lignes du front. Ils ont vite compris qu'ils étaient maîtres de leurs décisions. Ils avaient, la nuit précédente, repoussé une attaque phalangiste. Une sorte de poésie amère a remplacé l'insouciance qui régnait par le passé. L'insolite a démoli les choses ordonnées, des millions de petits soleils jouent dans les vitres brisées. Il y avait une rangée de palmiers qui restait à Beyrouth. Elle a brûlé. Ces arbres demeurent, comme ailleurs, dans la Bekaa, les colonnes des ruines romaines restent debout, figées dans la mort. L'Occident, qui a sa part de responsabilité dans le carnage, abandonne ses fauteuils à la mer, comme si Magritte était venue rôder dans les alentours. On nage dans les eaux polluées, alors que les cadavres passent encore leurs derniers moments sur cette terre, tout près des lieux jadis les plus animés. Toutes les lois ont disparu. Zaytouneh, capitale de l'aventure. Pas un marin qui n'ait fréquenté ces bars, pas un espion qui n'ait noyé son ennui ou sa traîtrise dans ces cabarets connus de toute la planète. La fête est finie, ou plutôt, elle a été remplacée par une fête sanglante. On a peur que ces personnages cloués sur les murs, dessins de quelques fous pris de nostalgie de quelques pays lointains, ne s'animent aussi et répètent la danse infernale. On s'est amusé ici comme nulle part ailleurs, car Beyrouth était aussi l'une des capitales du plaisir, mélangeant son modernisme naïf au plus ancien de tous les commerces, celui de la chair. Ils semblent tous être partis à la hâte, sauf ceux que la mort a traqués et dont les cadavres restent accrochés à leur lieu de plaisir. Personne n'ose venir dans ces lieux maudits et enterrer les morts. Hôtel Royal.
Dans ces salles de jeu, les bourgeois perdaient leurs millions. Les filles, pour la plupart, étaient égyptiennes, grecques ou balkaniques. La cruauté a démoli l'âme de la ville. Des cafés sur pilotis, fragiles comme le bois et l'écume, véritables dentelles contre les lumières irisées des couchers de soleil, faisaient une bordure. On se tenait sur ces jetées comme des bulles, entre ciel et mer, dans une innocence qui était peut-être la forme la plus parfaite du bonheur. Maintenant, on est coupé de cette sorte de paradis que les amoureux du soleil ne reverront plus. Tout le monde se retrouvait ici, Beyroutin paresseux, poète, contemplatif. Les clients, semblables à des êtres apparemment impassibles, fumaient le narguilé dans le café de Haj Daoud, où l'on venait même de Damas et de Bagdad. Cette capitale de tous les marchandages attirait les étrangers comme des mouches. Ils bourdonnaient, ces commis voyageurs, ces touristes, ces affairistes, ces trafiquants, dans de grands hôtels, les meilleurs, disait-on, de toute la région. La fatalité a voulu que ces balcons destinés aux touristes servent de point de tir. L'architecte du musée d'art moderne de New York a aussi dessiné le Phénicia. Il ne savait pas qu'il concevait ce qui allait devenir une véritable forteresse, une série de bastions dont les noms allaient trouer les écrans de toutes les télévisions. Pour les nouveaux maîtres des lieux, le constat de la victoire est déjà un constat d'amertume. عرفت حياتي كثير لأن شعب لبناني عم بقتل بعض هذا ما بيجوز. أولا عم نحارب دفاعا عن عروبة لبنان. نحن ضد التقسيم، ضد كل واحد بحب تقسيم هالبلد، بحب يفرق عن بعض يعني. بحب يفرق بين مسلم ومسيحي، هذا شيء غلط. اللي راح يأثر إنه الوطن اتدمر وما بقى يرجع مثل ما كان. وإذا بده يرجع بده 15 سنة على القليلة. ليرجع الوطن مثل ما كان. بقولوا راد دافع عن البلد، لا، نحن بإيدنا وبإيدهم خربنا بلدنا. وإنه يعني الواحد بده يضل متندم على حياته إنه قتل لبناني مثله. يعني الحقيقة اللي أثر فينا أكثر شيء إنه قصف على الأهالي، بس يعني إحنا ما متأثر معنا، اللي بده يموت يموت. وما فوق القصف اجتنا سوريا. سوريا عم تقصف على الأهالي مش عم تقصف على المقاتلين. يعني الواحد بيتأثر إنه البرقة عم بروحه. Ici, depuis un an, on ne passe plus. Avenue Fouad Chehab. C'est à partir d'ici que Beyrouth et le Liban se sont cassés en deux. Notre sort est celui de l'Indien rouge. Ces banques ont été élevées comme des cheminées crachant l'avarice dans un ciel percutant.
Gens de Beyrouth, vous étiez couverts de chiffres, abrutis de mauvaises pensées. Nous avons des matins sans souvenir. Ici, vers 1930, on avait construit le Grand Théâtre, première salle de cinéma luxueuse de toute la région. Et Kulthum était venue d'Égypte donner son premier concert. Ici, on invente de nouveaux bijoux, les bijoux de la guerre. Un dédale de souk, ou vieux marché, abritait les acheteurs du soleil de l'Orient. Du marché aux fleurs, dont le parfum envahissait tout le quartier, on passait un peu plus loin au marché des légumes, au marché des poissons, au marché de la verrerie, un peu plus loin, au marché de l'or. On remontait sur la colline, côté ouest. Sur cette colline se tenait la garnison ottomane avant la guerre de 14-18. Et le Haut Commissariat français s'y était installé pendant la période du mandat. C'est dans ce grand sérail que l'indépendance du Liban fut proclamée en 1943 pour être profanée en 1976. هات ذخيرة يا خيي اعطيت الذخيرة ما اعطيتنا شو الشغل معكم À Beyrouth, c'est la désolation. Ça fait, quand vous voyez les gens que vous connaissiez, on pleurait quand on se rencontrait, même maintenant, quand on voit une personne, comme si vous voyez cette personne ressuscitée. Vous ne croyez pas que cette personne est vivante. Parce que moi, je connais beaucoup qui ont disparu comme ça. Je ne peux pas vous dire comment la ville est. Je ne peux pas m'expliquer pour vous dire, parce que c'est quelque chose de désolant. Personne ne croit, vous savez, aller dans toutes les villes du monde. On n'a pas eu une chose comme c'est arrivé à Beyrouth. Jamais de la vie. Et c'est incroyable. Vous ne pouvez pas croire, même en voyant de vos yeux, que Beyrouth est arrivé à ce point-là. Les jeux du temps de paix sont pacifiques. Ceux de la guerre continuent la guerre. Le feu recommence. Au bout de la rue, on joue aussi au football. Les enfants, toujours eux, ils sont le nerf de la ville. Ils ramassent les ordures, ils montent la garde, donnent l'alerte, veillent sur leurs ennemis. Ils voient en un jour ce que des adultes ailleurs ne voient pas durant toute une vie. Dans ce quartier de Wadi Aboujmil, comme dans les autres quartiers, il faut rationner la nourriture, organiser les secours, maintenir le moral de la population.
غير شكر. خليها معك هاي بضيعها هناك، اوكي؟ مريرك بس ما تحلي عشانها ما بيمشي هي تمشي. Ce sont les plus déshérités qui sont restés sous les bombes, faisant l'expérience de la peur, mais jamais celle de la panique. Le courage, chez ce petit peuple, va de soi. À Beyrouth, on meurt aussi pour une goutte d'eau. Le point d'eau est redevenu ce lieu pour lequel on se bat. Les fruits et les légumes éclatent encore au soleil dans leur plénitude. Quelques rares marchés se sont rassemblés comme au jour où Beyrouth était un port de pêche au début du siècle. C'est la seule heure où la vie se concentre dans le temps et l'espace, et où elle a encore l'air d'être normale. On fait bien des queues de 3 ou 4 heures pour avoir du pain ou des courgettes, mais on est heureux d'en trouver et de savoir surtout qu'ensemble, on tient le coup. Le vieux savoir est venu à la rescousse d'une population ramenée à presque l'âge de la pierre. Et, au lieu d'acheter un pain anonyme et bien empaqueté, on fait dans les abris du pain comme dans la montagne libanaise, avec un matériel rudimentaire, et tout le monde s'y met. Dans les camps palestiniens, on n'a pas eu à improviser au même degré qu'ailleurs. Il y a, comme dans tous les vieux quartiers des villes arabes, le four où les familles envoyaient le pain pétri et façonné à la maison, et il revient tout chaud en galettes rondes, placées dans des plateaux de bois, eux aussi circulaires. C'est par de telles images qu'une population est rassurée, que ses liens avec le passé sont quelque peu maintenus. Elles prennent valeur de symbole. Mais la guerre, elle aussi, fait sa ronde. On ne vit qu'entre des alertes, des éclats d'obus. On court se cacher dans de grands abris souterrains et parfois, oui, on a très très peur. Beaucoup ont été blessés sur le front ou dans la rue, loin des abris. Les médicaments sont rares dans les hôpitaux de fortune, et les grands malades ont le temps, hélas, de méditer sur l'absurdité d'une guerre entre gens d'une même ethnie, frères depuis des siècles. Toute guerre civile a quelque chose d'absurde, de plus cruel, de plus poignant que toute autre guerre. Mais il faut au moins connaître la vérité et la dire, la regarder en face, dire non à la razzia immémoriale, aujourd'hui celle des Syriens, dirigée par celui dont les enfants, toujours eux, disent « il joue au lion au Liban parce qu'il a détalé comme un lièvre dans le Golan ». C'était un document de Jocelyne Sab. Le temps aujourd'hui, eh bien ça et là, les orages ont fait baisser les températures aujourd'hui, mais d'une manière générale, elles ont un peu varié. Demain, du soleil sur toute la France, avec des températures sans grand changement, à part des brumes matinales sur l'Aquitaine, la Bretagne et quelques orages sous les Alpes et la Provence. La rédaction d'Antenne 2 se joint à moi pour vous souhaiter une soirée très agréable. À demain, bonsoir. Avant de refermer ce journal, les principaux titres de l'actualité. 5e incendie dans un hôtel vétuste parisien, 12 morts.
Chirac à Kissinger, pas de conférence France, États-Unis, Pakistan. La police intervient pour empêcher un meeting de Georges Marchais aux Champs-Élysées. Dernière édition du journal de la 2 à 22h40.